Bonjour. La dernière fois, nous avons vu comment résoudre un programme linéaire avec la méthode graphique quand il s'agit uniquement de variables de décision. Et nous avons vu que le principe était le suivant, c'est que on étudie d'abord les solutions admissibles, ou l'ensemble des solutions admissibles, ce qu'on appelle le polygone admissible, et puis on compare les valeurs sur les différents sommets. Aujourd'hui, nous allons traiter une autre méthode, qui est une méthode fondamentale, dans le sens où elle s'applique à tout nombre, si vous voulez, fini de variables de décision, n supérieur ou égal à 2. Et c'est une méthode qui repose essentiellement sur tout un outil d'algèbre linéaire. Très bien. La démarche est la suivante, en fait. C'est cette méthode, ce qu'on appelle la méthode de simplex, en fait. Et c'est une méthode itérative, où on démarre par un point qui est évident. Je vais donner des détails par la suite. Après, on essaie d'améliorer la fonction objectif z jusqu'à ce qu'on arrive à l'optimum qu'on veut. Alors, pour bien illustrer ceci, donc, nous allons appliquer la méthode de simplex qu'on va voir aujourd'hui sur le même problème que nous avons traité avec la méthode graphique. Et bien sûr, vous allez voir qu'on obtiendra nécessairement le même résultat. La méthode de simplex s'appelle aussi la méthode de Denzi, parce que c'est les mathématiciens derrière. Et comme j'ai expliqué, c'est un procédé itératif. Donc, on a besoin de quoi? D'un sommet, démarrer d'un sommet. Et puis après, améliorer progressivement et le plus vite possible, c'est très important ça aussi, la valeur de la fonction objectif z jusqu'à ce qu'on tombe sur l'optimum. Si j'essaie de voir sur l'exemple qu'on a vu la dernière fois, et je vais expliquer le principe sur ce graphe. Nous allons traiter ce même problème, si vous vous rappelez très bien, c'est un problème de maximisation, max de z, 400x1 plus 500x2. Les variables sont positives de décision et on a les trois contraintes explicites. Alors en fait, l'idée ici est la suivante, c'est quoi? Un point évident, trivial si vous voulez, c'est l'origine. Alors c'est simple de savoir est-ce que l'origine est une solution admissible, qui est un sommet si vous voulez du polygone. Analytiquement, bien sûr. N'oubliez pas que graphiquement, c'est facile de vérifier. Alors là aussi, analytiquement, c'est très facile. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire 0, 0 qui est sur la frontière? Il y a un sommet en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une solution admissible. En fait, il suffit de remplacer dans les contraintes explicites x1 par 0 et x2 par 0. Et c'est vérifié par, vous voyez très bien que c'est vérifié par le 3. Donc, puisque c'est vérifié par toutes les contraintes, ça veut dire que l'origine est une solution admissible. Et ça nous servira par la suite de solution de base évidente, initiale. D'accord? Donc, sur ce point-là, z égale à 0. Nous, on cherche quoi? Le maximum, bien sûr. C'est loin d'être le maximum. En fait, c'est le minimum ici. Peu importe. En tout cas, c'est un point. Alors, puisque le principe qu'on a vu général la dernière fois, il dit que, en fait, on se déplace sur les sommets. On compare les valeurs de z sur les sommets. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Le principe de la méthode simplex, c'est quoi? C'est on se déplace vers les sommets adjacents. Pour ce sommet-là, il y a deux sommets adjacents. Il y a celui-là, il y a celui-là. D'accord? La valeur de z, si vous vous rappelez très bien, ici c'était 16 000. Et ici c'était 20 000. Z égale, et là aussi z égale. Donc, avant de voir, si vous voulez, parce que je ne connais pas normalement, je ne connais pas ce sommet-là, pour le moment, analytiquement. Ce n'est pas géométriquement, analytiquement. D'accord? Alors, mais la question c'est quoi? Si je veux me déplacer vers un sommet adjacent, en fait j'ai le choix entre me déplacer vers celui-là, ou bien me déplacer vers B2, ou bien A3, ou bien B2. La question, n'oubliez pas que je n'ai pas encore, calculé, excusez-moi, parce que c'est peut-être le contraire, si c'est 20 000, de toute façon c'est 40, c'est ça, et ici c'est 16 000, c'est le contraire. D'accord? Donc vous voyez très bien que moi je ne sais pas, ça suppose que je ne connais pas la valeur ici. D'accord? Je ne connais pas les coordonnées. Alors je me pose la question, est-ce que ça serait mieux de me déplacer vers B2 ou bien me déplacer vers A3?
comment le savoir? En fait, regardez, quand je suis à 0, 0 ici, la valeur de z est égale à 0. Et donc, la variable ici, x égale à 0, x2 égale à 0. Quand je me déplace ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire varier x1 tout en gardant x2 égale à 0. Et si je me déplace ici, ça veut dire que je vais garder x1 égale à 0 et je vais faire varier le x2. Maintenant, selon les coefficients qu'on a ici de la fonction objective, vous voyez très bien qu'il est plus intéressant de faire varier x2 que x1. Pourquoi? Parce que le coefficient ici, il est le plus grand. Et donc, c'est à partir de là que je vais prendre mon choix. Je vais prendre le maximum entre 400 et 500, et ça me donnera ce point-là. Après, je vais faire ici, est-ce que ce point-là est optimal ou pas? On verra comment. Et puis après, regardez, je ne peux pas revenir parce que z ici va diminuer, alors que moi, je cherche le maximum. Et donc là, je me déplace, j'ai un seul choix, je vais me déplacer ici, d'accord? On verra comment on se déplace, hein, parce que j'ai dit je me déplace, mais on verra comment on est ici, d'accord? Je me déplace là, et là, on fait un test, et on va tomber sur que ça, c'est un point qui est optimal. Et donc, on va retrouver exactement la même solution. Alors, ces idées-là sont en fait résumées dans des tableaux, ce qu'on appelle des tableaux de simplex, parce qu'on peut aborder la méthode de simplex de deux manières. Au moins la méthode algébrique, d'accord, qui donne une idée claire, très claire de toutes les techniques qu'on va utiliser. Il y a une méthode, la méthode de l'approche, si vous voulez, des tableaux, et cette approche-là, elle vous donne juste l'essentiel, techniquement parlant, pour comment se déplacer vers un point. Voilà, il faut faire sortir cette variable, faire entrer une autre variable, etc. Et c'est ce qu'on va adopter, c'est plutôt la méthode des tableaux de simplex. Très bien. Alors, donc tout ça j'ai expliqué. Alors, vous voyez très bien que, puisqu'on doit démarrer nécessairement d'un point, un sommet qui est évident, là, quand on est dans ce cas-là, et c'est ce qu'on va traiter pour le moment, hein, on traite le cas où l'origine est une solution admissible. Ça veut dire que quand je remplace x1 par 0, x2 par 0, toutes les variables de décision par 0, ça vérifie toutes les contraintes techniques ou les contraintes explicites. Et donc voilà, finalement, donc ça va nous servir de quoi? Comme base, comme solution de base initiale pour l'algorithme du simplex. Alors ça, c'est le premier qu'on va résoudre par la méthode de simplex. C'est le même qu'on a traité la dernière fois. Alors, la méthode de simplex, donc les tableaux de simplex, donc ça se fait, si vous voulez, en plusieurs étapes. La première étape, c'est quoi? C'est l'écriture de PL sous forme de PL, la forme standard, ce qu'on appelle la forme standard, PL égale. Alors, le égal ici, c'est pour dire que les inégalités qu'on a, ça c'est les contraintes, les inégalités seront remplacées par des égalités. Bien sûr, on ne peut pas le faire n'importe comment. Alors, pourquoi? Parce que c'est plus simple de traiter des systèmes que de travailler avec des inéquations. Alors là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a l'algèbre linéaire, les matrices, la théorie des matrices, l'algèbre linéaire, donc ça nous permet de résoudre ça facilement, même si on a besoin d'inverser une matrice, résoudre un système, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc c'est plus intéressant de travailler avec ça pour pouvoir profiter des outils de l'algèbre linéaire. Donc on a dit, première étape, c'est quoi? C'est la transformation des contraintes explicites de type, bien sûr, inéquation, lorsque c'est une inéquation. Si c'est une équation, c'est tant mieux. Alors, quel est le prix à payer? Le prix à payer, c'est qu'on doit faire intervenir, ou bien introduire une nouvelle variable additive, plus, d'accord, et qui est positive. Pourquoi positive? Parce que c'est simple, regardez, EI ici c'est quoi? C'est BI moins 700. Mais BI moins 700, on voit très bien que quand je passe de l'autre côté, c'est positif. Donc vous voyez très bien que EI est positif. Donc, transformer l'inégalité en égalité, c'est simple, c'est possible, d'accord, mais en introduisant une nouvelle variable. Alors en général, quand on a supérieur ou égal ici, on a la même chose plus E, mais là on aura moins et la variable d'écart sera positive toujours avec un signe moins ici. Donc le I, c'est ce qu'on appelle la variable d'écart parce que c'est l'écart entre cette quantité-là et cette quantité-là. Donc, alors, finalement, on a combien de variables? Si maintenant, si je reviens au problème de tout à l'heure, là on a deux variables de décision, d'accord? Mais là je vais avoir E1, c'est la variable d'écart pour le premier, E2 pour le deuxième et E3 pour le deuxième. En tout, je vais avoir 5 variables en tout. Deux variables de décision et une variable et 3 variables d'écart. Alors, je vais expliquer ici, donc voilà, finalement, qu'est-ce que je vais faire ici?
je vais remplacer les inégalités par des égalités en introduisant des... Alors, donc là, je vais faire en rouge pour dire que ce qui est nouveau, c'est ça, égal, plus E2 égal, plus E3, parce que ce n'est pas le même écart d'investissement égal. Alors, Z, je peux la considérer comme une fonction des 5 variables. Pourquoi? Parce que lorsqu'une variable n'est pas là, c'est comme si elle est là avec un coefficient nul, plus 0 E2 et plus 0 E3. Voilà. Donc soit je ne l'écris pas, en fait, c'est pas la peine d'écrire, mais sachez que normalement c'est là, E1, E2, E3 sont là, mais avec des coefficients qui sont nuls. Très bien. Et on a dit qu'on va démarrer par quoi? Par l'origine. L'origine c'est quoi? Donc x1 égale à x2 égale à 0. Quand je prends x1 égale à x2 égale à 0, qu'est-ce qui reste? E1 égale à combien? Égale à 50. E2 égale à 80 et E3 égale aussi à 80. D'accord? C'est ce qui est écrit sur le texte, c'est que les variables qui sont nulles ou rondes et nulles, on va les appeler des VHB, des variables hors base, et le reste, c'est des variables de base. D'accord? Donc, cette idée-là, à chaque fois, on va utiliser variable de base, variable hors base, variable de base, de variable. D'accord? Très bien. Donc, voilà, dans toute la suite, les variables prises ou rendues nulles seront appelées des variables hors base et toutes les autres des variables hors base. L'étape numéro 2, c'est la construction du tableau de simplex initial. Bien sûr. Alors, juste une petite idée, c'est quoi? Chaque tableau de simplex correspond à un sommet. Donc, si on a deux variables de décision ici, chaque tableau, et d'ailleurs on va le vérifier nous-mêmes, chaque tableau correspond à un sommet. Donc, se déplacer d'un sommet à un autre, analytiquement, lorsqu'on a plusieurs variables de décision, c'est se déplacer d'un tableau à un autre. Et comment, on verra par la suite. Alors, dans ce premier tableau T1, on prendra comme variable hors base, donc c'est x1 parce que c'était égal à 0, dans le premier, n'oubliez pas, dans le premier. Et comme variable de base, c'est E1, E2. C'est ce que j'ai expliqué ici, sur le tableau. Alors, la dernière, pour avoir une idée, donc je vais passer directement au premier tableau concernant ce problème. Alors, regardez ce que j'écris là. Alors, les variables de base, on a dit les variables de base, c'est quoi? C'est E1, E2, E3. Dans le premier tableau, regardez, T1, qui correspond au sommet origine. D'accord? Alors là, c'est les variables, les variables E1, E2, E3, et là, c'est les coefficients, quand je dis coefficients, dans Z. Les coefficients dans Z sont 0. Et donc ça, c'est la base. Donc ça, c'est la partie de la base, c'est cette partie-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on écrit? Ici, toutes les variables. Et ça ne va pas changer jusqu'à la fin. On va garder toujours les variables, toutes les variables, dans l'ordre. Les deux variables de décision, x1, x2, E1, E2, E3. Là, en haut, c'est quoi? C'est les CJ. Les CJ, c'est quoi? C'est les coefficients de ces variables-là dans Z. Toujours quand je dis coefficient, c'est dans Z. Le coefficient de x1, c'est 400, de x2, c'est 500, de E1, c'est 0, 0, etc. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on écrit là? Là, c'est la matrice qui correspond à quoi? Qui correspond au système linéaire, si vous voulez, augmenté. Pourquoi? Vous voyez ici les coordonnées du x1. Dans la première contrainte, c'est 1. Parce que c'est x1 plus x2 inférieur ou égal à 50. N'oubliez pas. Ou bien x1 plus x2 plus E1 égale à 50. Donc c'est 1. Là, c'est le coefficient de x1 dans la deuxième. Et ça, c'est le coefficient de x2 dans la troisième contrainte. Là, c'est le coefficient de x2. Alors, E1, il est dans la première, mais il n'est pas dans les autres, donc 0, 0. E2, il est dans la deuxième contrainte, mais il n'est pas dans les autres, 3. Alors, juste une petite idée. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on obtient? C'est la matrice unitaire. Quand on a regardé notre matrice, là, les coefficients de x1, x2, avec la matrice unitaire, ça rappelle exactement ce que vous avez vu dans l'algèbre linéaire, c'est la méthode de pivot. Comment inverser ou résoudre un système, résoudre plutôt un système avec la méthode de pivot. Et d'ailleurs, c'est la méthode des pivots qui va nous permettre de passer de ce tableau-là au deuxième tableau. Qu'est-ce qu'on écrit ici? Ça, c'est la colonne des valeurs. Les valeurs de quoi? Alors, x50, c'est la valeur de E1. Vous vous rappelez? On a dit qu'au démarrage, x1 égale à 0, x2 égale à 0, mais E1 égale à 50, E2 égale à 80, E3 égale à 80. Voilà, je trouve ces valeurs-là ici. Comment je vais lire sur ce tableau-là la valeur de x1 et x2?
Parce que les valeurs de quoi? De la base. Mais on a dit que par définition, une valeur hors base, c'est quoi? Sa valeur égale à 0. Si une variable n'est pas là, automatiquement sa valeur égale à 0. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout la dernière ligne aussi. Pourquoi? Parce que, alors, pour trouver, ça c'est ce qu'on appelle le coût marginal. Hein. Pour calculer le coût marginal, d'accord, on a besoin d'un terme ZJ, un coefficient, un paramètre, si vous voulez, qu'on va calculer ici, et on va faire la différence. C'est J moins ZJ, c'est ce terme-là qui est intéressant. Alors, comment calculer, par exemple, ce 0, comment je l'obtiens? Regardez, je fais la multiplication. 0 fois 1, plus 0 fois 1, plus 0 fois 2. Ça me donne 0. Pour celui-là, la même chose, 0. Vous voyez très bien, puisque c'est des 0, je vais avoir... Alors, jusque celui-là. 0 fois 50, plus 0 fois 80, plus 0 fois 80. Et le résultat, c'est égal à 0. Et ça, rappelez-vous, ce carreau-là, si vous voulez, cette case-là, c'est la valeur de z. Là, on va avoir le maximum ici, la valeur de z, à chaque fois. Donc là, chaque fois que je vais me déplacer vers un sommet, en fait, ça, c'est la valeur de z sur le sommet. Alors, cette ligne-là, pourquoi j'ai dit, est-ce que c'est important? Cette ligne-là, qui nous dit la chose suivante, le coût marginal. Le coût marginal, quand un coût marginal, dans ce cas-là, est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas améliorer. Lorsque le coût marginal est positif, ça veut dire que je peux améliorer ma fonction objectif z. Et donc, vous voyez très bien, on peut... si vous voulez, citer directement cette règle. Un tableau, quand est-ce qu'il est optimal? Lorsque les coûts marginaux des variables hors base, en fait, c'est ce qui nous intéresse surtout, les variables hors base ici, hein, des variables hors base, sont négatifs ou nuls. S'ils sont négatifs ou nuls, ça veut dire quoi? Je ne peux pas améliorer z, et donc je suis sur le tableau correspond à l'optimum. Bon, vous voyez très bien que maintenant, il est loin d'être optimal. Pourquoi? Parce que j'ai deux termes qui sont positifs. Hein. Alors, strictement positifs, bien sûr. Alors, donc T1 n'est pas A. Donc je reviens, si vous permettez, je reviens à l'étape, on a dit l'étape numéro 1, je récapitule, l'étape numéro 1, c'est l'introduction des variables d'écart. L'étape numéro 2, c'est la construction du tableau initial, si vous voulez. Là, c'est les coûts marginaux. Alors là, je reviendrai à ça pour un problème de minimisation. Il est plus pratique de noter ZJ moins CJ au lieu de l'inverse. Donc on inverse ici le signe, c'est tout, hein, pour un problème de minimisation. Bon, ça je l'ai déjà dit. Alors maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? Le test d'optimalité. Quand je suis sur un sommet, je dis est-ce que c'est optimal? Je viens de l'expliquer. Comment le savoir? Parce que, normalement, il faut voir quoi? La ligne des coûts marginaux des variables en base. En fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout les variables en base, d'accord? Doivent être négatifs. Si tous les coûts marginaux des variables en base sont tous négatifs ou nuls, ça veut dire que le tableau est optimal. Alors, donc, ça veut dire qu'une solution est atteinte. Alors, s'il n'est pas optimal, on passe à l'étape suivante de changement de base. Ça veut dire quoi, changement de base dans ce cas-là? Ça veut dire me déplacer vers un autre sommet, un autre tableau. Changement de base, comment je le fais? Alors, en fait, j'ai d'un côté l'ensemble des variables hors base, d'un côté l'ensemble des variables de base. L'idée, c'est quoi? C'est choisir la variable de base en 30 d'abord, qui est à l'extérieur, qui est là, d'accord? En 30 qui va entrer dans la base, et puis la variable sortante. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et je répète ici, je reviens là. Les variables en base, c'est x1 égale à 0, ce sont les variables de base, c'est x1 et x2, et les variables de base ici, c'est quoi? C'est E1, E2 et E3. Donc, changement de base, ça veut dire quoi? Il y a une variable hors base qui va rentrer dans la base, il y a une qui va sortir. J'ai expliqué ici. Alors, quand je fais déplacer celui-là, donc là, x1 et x2 sont nuls. Je me déplace ici, ça veut dire quoi? Je vais faire varier x1, et donc il n'est plus dans la base, il n'est plus hors base, il va rentrer dans la base. D'accord? Mais si je me déplace ici, x2 égale à 0, ça veut dire que x2 va rester. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure, le meilleur choix c'est quoi? C'est là où vous avez le 500. Donc la même chose sur le tableau, je vais choisir là où il y a le 500, c'est le plus grand, et donc 500 ça correspond à la variable x2, donc c'est x2 qu'il faut faire varier. Faire varier x2, ça veut dire que x2 va rentrer dans la base. Donc c'est x2 qui va rentrer finalement dans la base. Mais il y a une qui va sortir. Regardez graphiquement. On va comprendre graphiquement. On va comprendre le choix de ça. Et on va le tester sur le tableau.
Quand je fais augmenter x2 au maximum, parce qu'il faut aller au maximum, je cherche le maximum. Bien sûr, je ne peux pas sortir. Donc, quelle est la limite? La limite, c'est ce point-là. Parce qu'une fois là, je sors carrément du polygone admissible. Quand je suis là, ça veut dire quoi je suis là? Ça veut dire que je suis sur cette droite-là. Cette droite-là, c'est quoi? D2. Donc, c'est la droite D2. D'accord? Quand vous vous rappelez très bien, quand on a un hyperplan, un demi-plan, c'est quoi? Pardon, un demi-plan. Un demi-plan, c'est inférieur ou égal. Quand on a égal, c'est la droite. Donc, sur la droite là, on a égal. Donc, je me déplace de 0 vers un point, le maximum possible. Et le maximum, c'est quoi? Lorsque je rencontre cette droite-là. Rencontrer cette droite-là, ça veut dire que j'ai égal. Et quand j'ai ici égal, au lieu de inférieur ou égal, ça veut dire que E2 égale à quoi? Égal à 0. Et si E2 est égal à 0, ça veut dire quoi? Elle va sortir. Donc c'est E2 qui va sortir. Il va sortir, ça veut dire quoi? Il va devenir hors masse. Donc, alors, je reviens là, si vous permettez. Et je vais directement au tableau. Donc, variable en 30, c'est quoi? C'est la variable qui correspond au plus grand coût marginal. Voilà, donc voilà le tableau. Donc finalement, j'ai 400 et 500. Ce sont ces valeurs-là qui me permettent de dire est-ce que je peux améliorer ou pas. Alors 500, c'est le maximum. Donc ça me permettra d'améliorer le plus vite possible. C'est plus vite avec 500 qu'avec 400. D'accord? Alors, donc le tableau n'est pas optimal parce que j'ai un qui est positif super strictement, ça suffit. Changement de base. Donc la variable en 30, c'est quoi? C'est x2. Je l'ai expliqué sur le graphe. Pourquoi? Parce que le maximum de ça, c'est 500. La variable sortante, on a dit c'est E2. Alors, un travail algébrique consiste à faire la chose suivante. Qu'est-ce que je fais pour le choix sur les tableaux? N'oubliez pas que j'essaie d'expliquer sur le graphe et en même temps revenir à ce qu'il faut faire sur les tableaux, c'est-à-dire analytiquement ou algébriquement, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La technique est la suivante. Voilà la colonne de la variable en 30. D'accord? C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Donc, je prends, regardez, 50, je divise par 1. 80 divisé par 2. 80 divisé par 1. Ce sont des valeurs. Et je prends maintenant le minimum. Quand je prends le minimum, ça me donne 80 sur 22. Parce que ça, c'est 50, ça, c'est 40, et ça, c'est 80. Le minimum, c'est 40, donc 80 sur 2. 80 sur 2, 80 sur 2, ça correspond à quoi? Ça correspond à E2. Donc, vous voyez, là, sur le tableau, on voit très bien que la valeur entrante, c'est x2. La variable sortante, c'est E2. L'intersection de cette colonne-là avec cette ligne-là, c'est ce qu'on appelle le pivot. Donc ici, le pivot égale à 2. Puisque je vais changer une variable à la place d'une variable, c'est comme si je vais écrire des variables en fonction d'autres, j'ai besoin d'inverser une matrice, et donc la méthode de pivot. Qu'est-ce qu'il dit la méthode de pivot? Alors, je dois rendre ça égal à, c'est ce qu'il dit la méthode de pivot, je dois rendre ça égal à 0, le pivot égal à 1, et ça aussi égal à 0. Donc le pivot doit être égal à 1, et les autres égaux à 0. Comment je vais faire? Donc regardez, donc, la ligne du pivot par exemple, là 2, il y a un seul choix. Qu'est-ce que je fais? Je vais diviser toute la ligne par 2. Pardon. Quand je divise toute la ligne par 2, qu'est-ce que je vais obtenir ici? 1 demi, 1, 0, 1 demi, 0, 40. Regardez, c'est ce qu'on a ici. N'oubliez pas que x2 a pris la place de E2. D'accord? x2 a pris la place de R2 ici. Donc c'est devenu dans la base. Et son coefficient, c'est 500. D'accord? Alors regardez, 1, 1 demi, 0, 1 demi et 40. Je reviens. Les autres. Celui-là, je dois la rendre égale à 0. Alors en général, on doit multiplier ça par un nombre et faire la somme. C'est ça l'idée, si vous voulez, de la méthode de pivot. En fait, je vais multiplier 2 par quoi? Par 1 demi, je vais avoir 1. Moi, je veux annuler. Donc je vais multiplier par moins 1 demi. Moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Cette opération-là, je l'applique à toutes les deux lignes. Je l'applique entre 1 et 1, entre 0 et 1, entre 0 et 1, 1 et 0, entre 0 et 0 et 80 et 50. Alors, moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1 plus 1, c'est 0, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Moins 1 demi fois ça, donc ça fait moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi. Bon, etc., etc. Regardez, moins 1 demi fois 40, c'est moins 40, plus 50, ça fait 10. C'est ce qu'on obtient exactement dans le... Voilà le deuxième. Et la troisième, je fais exactement de la même manière, et j'obtiens ceci. Donc, jusque-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette partie-là qui est bien faite. Là aussi, cette partie-là qui est bien faite. Qu'est-ce qui me reste? Les deux dernières lignes. Alors, la même chose, qu'est-ce que je fais? 0 fois 1 demi, plus 500 fois 1 demi, plus 0 fois 1 fois 3 demi. Je fais la somme, donc vous voyez très bien, ça c'est 0, 0. 500 fois 1 demi, c'est 250.
0 fois 0 plus 500 fois 1 plus 0 fois 0, donc c'est 500, etc. jusqu'au dernier. 0 fois 10, 500 fois 40, ça fait 20 000, et 0 fois ça, donc ça fait, la somme, ça fait 20 000. Ça, c'est la valeur de Z, d'accord? Alors, et le coût marginal, c'est la différence. 400 moins 250, ça fait 150. 500 moins 500, ça fait 0, et les autres, etc. Très bien. Quelles sont les variables hors base ici, maintenant, qui ne sont pas là? Quelles sont les variables qui ne sont pas là? Voilà toutes les variables, elles sont là, hein, qui ne sont pas dans la base. Il y a x1 et e2. x1 et e2. Pardon, et e2, voilà. Et x1 et e2. Alors, x1, le coût marginal, c'est 150, e2, c'est négatif. C'est très bien. Je ne peux pas améliorer. Alors, donc, maintenant, la même chose. Est-ce que ce tableau-là est optimal? Ben non. Pourquoi? Parce que je peux encore améliorer ma fonction z. Mais là, j'ai un seul choix. Pourquoi? Parce que ça, c'est négatif. C'est tant mieux. Négatif, c'est-à-dire que c'est très bien. Hein, c'est dans le sens de l'optimalité. Hein. Alors, j'ai un seul choix. Donc, la même chose. Alors, je dis, T2 n'est pas optimal parce que j'ai un coût marginal d'une variable hors base qui est supérieure strictement à 0. La variable entrante, c'est x1. En fait, ici, j'ai un seul choix. Sinon, si j'ai plusieurs, je prends le maximum, le coût marginal positif le plus grand. Et la variable entrante, la variable sortante, pardon, je fais quoi? J'ai cette colonne-là que j'ai fixée. Je fais le rapport. 10 divisé par 1,5, 40 divisé par 1,5, 40 divisé par 3 sur 2. Donc, vous voyez, 10 divisé par 1,5, 40, etc., etc. Donc, ça, c'est multiplié par 2, c'est 20. Là, c'est 80, etc. Alors, le minimum, c'est quoi? C'est 10 sur 1,5, c'est 20. D'accord? Et 10 sur 1,5, ça correspond à quoi? C'est ce que j'ai là coloré. Hein? Donc, c'est ça, cette colonne. Pardon, c'est cette colonne-là, excusez-moi. Donc, ça correspond. Alors, 10 sur 1,5, 10 sur 1,5, ça correspond à cette ligne-là, excusez-moi. Donc, là, la variable entrante, c'est x1, la variable sortante, c'est e1, d'accord? Et le pivot, c'est égal à 1,5. La même chose, la méthode de pivot, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que le pivot soit égal à 1. Ce pivot égal à 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 1,5, c'est-à-dire multiplier par 2. Je multiplie tout ça par 2, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1, 0, 2, moins 1, 0, 20, etc. Excuse-moi, donc la même chose pour les autres. Et j'obtiens le troisième tableau. Le troisième tableau, regardez, là, les variables hors base, c'est quoi? Les variables hors base. Parce que n'oubliez pas, ici, j'ai mis x1 à la place de quoi? De e1. Parce que x1, c'était la variable entrante et e1, c'était la variable sortante. Donc, voilà le nouveau tableau maintenant. Je refais les calculs ZJ, hein, d'accord? Et je calcule les coûts marginaux, la ligne des coûts marginaux. Qu'est-ce que je remarque ici? Voilà les variables hors base, c'est e1, e2 maintenant, qui ne sont pas là. E1, E2. D'accord? Juste une petite remarque, excusez-moi, je reviens à ça. Et là, vous vous rappelez très bien que ça, j'ai dit que ça correspond à quel sommet? Au sommet V2. Ben, effectivement, comment lire ça? À quoi égale x1? x1 est une variable hors base. Donc là, c'est égal à 0. Et x2 égale à quoi? x2 égale les valeurs égale à 40. Donc c'est quel point? C'est 0,40. Et 0,40, c'est quoi? C'est exactement le point B2. D'accord? Donc, vous voyez très bien que ça correspond à quel sommet? Ça correspond au sommet B2. Donc maintenant, je suis sur B2. On a fait le test, donc le test d'optimalité, là, c'est pas encore optimal. Donc, il faut se déplacer vers un autre. Se déplacer vers un autre sommet, c'est-à-dire un autre tableau. Le voilà. Ce tableau-là, normalement, d'après ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce tableau-là, ça doit correspondre à l'optimum. Alors, on vérifie. Quand je fais les calculs, 400 fois 1 plus 500 fois 0 plus 0 fois 0, ça fait 400. 400 fois 0, etc. Regardez, à chaque fois, j'ai la matrice unitaire. 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. D'accord? Alors, et quand maintenant je fais le calcul, ici, ça me donne... Alors, les variables hors base sont E1 et E2, qui ne sont pas là. Leurs coûts marginaux, c'est quoi? C'est sont négatifs. Puisque c'est négatif, ça veut dire quoi? Je ne peux pas améliorer Z. Je ne peux pas améliorer Z, hein, ça veut dire que tous les sommets qui sont adjacents n'améliorent pas Z, ça veut dire que je suis sur l'optimum. Je suis sur l'optimum ici, ça veut dire que l'optimum, ce tableau-là est optimal. Et l'optimum est donc atteint en quel point? À quoi égale x1, d'après ce tableau? Égal à 20. À quoi égale x2? Égal à 30. D'accord? Donc x1 égale à 30. Et à quoi égale z? Alors tout à l'heure, z c'était quoi? C'était 20 000. Vous voyez, on est passé de 0, hein, c'est là, à 20 000, puis après à 23 000. Et 23 000, c'est le même. Alors, rappelez-vous que 20, 30, c'est exactement le point J qu'on avait démontré par
la méthode graphique. Je reviens encore une fois sur le graphique, avant de récapituler ou de résumer. C'est quoi? Donc ça, c'était le premier tableau, T1. Ça, c'était le deuxième tableau, T2, et c'était B2, si vous vous rappelez très bien. Et ça, parce qu'on avait un seul choix, c'est se déplacer ici, sur ce sommet-là. Vous voyez, ce sommet-là, on a bien vu que si je me dépasse là ou là, ça ne va pas améliorer. Ça veut dire que ce sommet-là, ce tableau-là, il est optimal. C'est T3, ça correspond à T3. Il est optimal, et donc ça correspond exactement à ce qu'on a trouvé avec la méthode graphique, c'est 23. Donc vous voyez très bien que l'avantage de ça, c'est quoi? Je ne vais pas calculer, c'est ça l'astuce, si vous voulez, carrément de la méthode simplex, c'est que je ne suis pas obligé de calculer en tous les sommets, je ne vais pas construire le maximum de tableaux, mais essentiellement, ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire les points où la valeur là égale à 0, ici c'est 20 000, et là c'est 23 000. Là c'est 23 000, c'est le maximum. Je ne suis pas obligé de faire le travail pour les autres parce que j'ai pu aller progressivement, mais très vite, vers le point maximum. Alors, récapitulons, juste, on va essayer de voir. On a dit que la méthode de simplex, elle se fait, les tableaux de simplex, si vous voulez, elle se fait en 4 étapes. D'abord, la forme standard PL égale, c'est la transformation des inégalités en des égalités en introduisant des variables d'écart positives. Après, donc je choisis une variable de base initiale, d'accord? Et ça va me permettre de construire le premier tableau. Après, je passe, si vous voulez, je passe le test d'optimalité à chaque tableau. Hein, et est-ce qu'il est optimal? Comment ça va, est-ce qu'il est optimal? C'est-à-dire que les coûts marginaux des variables de base doivent être négatifs. D'accord? Négatifs, pardon. Après, alors, si c'est réalisé, c'est-à-dire que c'est optimal, sinon, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape de changement de base. Changement de base, ça veut dire qu'il y a une variable de base qui va entrer, hors base qui va entrer dans la base, donc une variable entrante, une variable sortante. On a vu la technique ici, si vous voulez, comment les choix. J'ai oublié de dire tout à l'heure que si on a un coefficient négatif, on ne prend pas en considération. Les coefficients négatifs, j'explique. Voilà. Par exemple, ici, on a dit 50 sur 1. Imaginons qu'ici, on avait moins 1. D'accord? Donc, je vais prendre le minimum entre 50 divisé par 1 et 80 divisé par 2. Donc, tous les coefficients ici, quand je vais choisir la variable sortante, tous les coefficients, d'accord, négatifs ne sont pas pris en compte. Donc voilà, ça. Alors après, la méthode de pivotage, donc vous voyez très bien que le pivot, c'est l'intersection de la colonne de variable entrante et de la ligne de la variable sortante. Et le pivot doit être égal à 1 parce que c'est la méthode de pivot pour inverser un système. Le pivot va être égal à 1 et les autres nombres de la colonne de pivot doivent être tous égaux à 0. Et ça, c'est la méthode de générale, si vous voulez, la transformation. Vous voyez, le pivot, on divise par le pivot, c'est la même chose que multiplier par 1 sur le pivot. Et pour les autres, donc là, on choisit quel est le coefficient à donner à la ligne de pivot, plus la ligne que je veux transformer. Le A, c'est le nombre que je veux annuler. N'oubliez pas, la méthode, c'est quoi? Pivot doit être rendu égal à 1, les autres 0, 0. Chaque point que je veux rendre égal à 0, je vais l'appeler A, et je vais utiliser cette technique, cette formule-là de la méthode de pivot. Et après, on termine le calcul, et puis la même chose, la manivelle qui va tourner, hein, jusqu'à ce qu'on tombe sur l'optimum. Un point... juste une petite remarque, dernière remarque, c'est quoi? C'est que la solution optimale est unique, hein, parce qu'on a une solution, mais on n'a pas encore une idée sur est-ce qu'elle est unique ou pas. Je vais juste dire un petit mot. La solution optimale est unique lorsque tous les coûts marginaux des variables hors base sont strictement négatifs, strictement négatifs. Donc, juste, je reviens à le tableau optimal ici, vous vous rappelez, ça c'est strictement négatif, strictement négatif. J'aurais pu ajouter ici que voilà, la fonction objectif, l'optimum est atteint en un point unique. Parce que ça c'est strictement négatif, strictement négatif. Donc voilà, bien sûr il y a un cas,
là, on a traité la méthode de simplex avec un cas très particulier. C'est quoi? C'est que lorsque l'origine est une solution, voilà, admissible de base. D'accord? Lorsqu'on a par exemple, juste un petit mot, lorsqu'on a par exemple ici, au lieu d'avoir inférieur ou égal, imaginez qu'on a supérieur ou égal. Si je remplace par 0, 0, ce n'est pas vérifié. Et donc l'origine n'est pas une solution de base. D'accord? Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la méthode de pénalité, pour ce genre de choses, mais il y a aussi la dualité. La technique de la dualité, elle permet aussi de transformer ce programme-là à un programme où vous avez des inégalités sous forme de inférieur ou égal. Et c'est, si vous voulez, le thème de la prochaine séance, et ce sera avec le collègue M. Squid. Merci de votre attention et bon courage à tous.